Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une pièce un petit peu particulière car elle est très chère à nos cœurs, vous l'aurez compris d'après le nom de la chaîne. Je vous raconte aujourd'hui Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. La scène prend place en 1640 dans la salle de jeu de paume de l'Hôtel de Bourgogne. Elle est aménagée pour recevoir des spectacles et le public, justement, arrive. Le portier accueille deux cavaliers qui, trouvant le parterre vide, commencent à jouer du fleuret. Des laquais s'installent pour jouer aux dés, un garde aborde une bouquetière et il s'éclipse dans un coin sombre. Un bourgeois et son fils entrent, quelques hommes pique-niquent dans un coin, des laquais arrivent prêts à tous les mauvais coups, et bien entendu, des voleurs prennent leur leçon auprès de leur maître. Puis c'est la distributrice qui commence sa tournée avant que les marquis n'arrivent. Enfin, l'allumeur illumine la pièce. Entrent Linière et Christian de Neuvillette. Sigui et Brissailles accueillent Linière qui introduit auprès d'eux le jeune baron qui l'accompagne. Ils s'apprêtent à entrer au cadet, dans les gardes. Sigui et Brissailles lui font la présentation de toutes les femmes qui entrent. Les petits marquis, toujours à l'écoute, commentent. Les bourgeois, eux, nomment tour à tour tous les membres de l'académie qui entrent. Linière, lui, commence à s'impatienter de ne pas voir la personne pour laquelle Christian l'a fait venir. En effet, celui-ci ne connaît que le visage de la femme qu'il aime et il aimerait connaître son nom. Il n'ose pas lui parler, puisqu'il ne sait pas manier les mots, mais rêve de la connaître. Elle est toujours installée à la même place, mais pour l'instant, celle-ci est vide. La distributrice arrive à pic pour retenir Linière qui voulait partir en lui offrant à boire. Il salue Ragueneau, pâtissier de son état, qui lui demande s'il a vu Cyrano. « Point encore, lui répond-il, ce qui surprend Ragueneau. Mon fleuri joue ce soir. » Linière ne comprend pas. Ragueneau s'explique. Cyrano est Montfleury et lui a interdit de jouer pendant 1 mois. Or, Montfleury joue. Ragueneau n'est venu que pour voir la confrontation. Les marquis s'interrogent, curieux de connaître le personnage. Sigui appelle Lebray, ami de Cyrano, pour mieux en parler. Cadet aux gardes, il est qualifié de tout. Rimeur, bretteur, physicien, musicien, il est décrit avec panache. Sa particularité la plus notable est son nez, qui est impressionnant mais qu'il vaut mieux éviter de nommer si on ne veut pas finir pourfendu. Les marquis prennent les paris. Viendra-t-il ? Soudain, Roxane entre, accompagnée de sa duègne. Sa beauté la fait remarquer de tout le monde et Linière la présente à Christian. Son véritable nom est Magdeleine Robin. C'est une cousine orpheline de Cyrano. Un homme entre dans sa loge. Il s'agit du comte de Guiche, qui est follement épris d'elle, mais qui, déjà marié, lui prévoit donc une union avec le vicomte de Valvert. Christian refuse d'écouter la chanson que Linière a écrite à son sujet et veut immédiatement aller le voir, mais Linière l'arrête. Roxane le regarde. Les tire-laines s'approchent. Linière, lui, s'en va. Lebray se réjouit auprès de Ragueneau que Cyrano ne soit pas venu. La salle commence à s'impatienter du début de la pièce. De Guiche redescend de la loge de Roxane et se fait interpeller par les marquis. Il rejoint bientôt les sièges de la scène, interpellant à son tour pour le rejoindre Valvert. Christian, sautant sur l'occasion et voulant lui jeter son gant, met sa main dans sa poche et y trouve la main d'un tire-laine. Pour se faire pardonner, celui-ci confesse que Linière court à sa perte. L'une de ses chansons a offensé un personnage puissant, qui a lancé plus de 100 hommes à sa recherche. Christian, effrayé de ce qui pourrait arriver à son ami, court pour aller le prévenir. Les pages, depuis les galeries, parviennent à hameçonner la perruque d'un des bourgeois qui se met à crier pour le grand plaisir du reste du public. Le silence se fait soudainement.
Le cardinal vient d'entrer dans sa loge, on se doit de se tenir un peu mieux. Les 3 coups sont frappés, le rideau de scène s'ouvre. Ragueneau a perdu son pari car Cyrano n'est pas là. Montfleury entre en scène. 3 vers après le début de la pièce, une voix l'interrompt depuis le parterre. Les spectateurs encouragent Montfleury, mais la voix est implacable. Puis, Cyrano se lève. Cyrano réclame que Montfleury s'en aille. Il menace et menace à leur tour tous ceux qui prennent sa défense. La salle commençant un petit peu à s'emballer, Cyrano lance un appel général au duel auquel personne ne répond évidemment. Il veut que Montfleury s'en aille. Il redescend de la scène et va s'installer à nouveau sur sa chaise depuis laquelle il annonce que Montfleury disparaîtra au 3e clap qu'il fera de ses mains. La salle prend les paris. Que fera Montfleury ? Eh bien, Montfleury disparaît sous les huées générales et à la grande satisfaction de Cyrano. Belle-Rose puis Jodelet viennent pour excuser l'acteur. Un jeune homme demande à Cyrano quelle est la cause de cette haine. Eh bien, c'est très simple. La première raison, c'est qu'il le trouve très mauvais, et la deuxième raison, eh bien, c'est un secret. N'estimant pas l'auteur, il n'a absolument aucun regret d'avoir interrompu la pièce. Il consent tout de même à rembourser la salle. Jodelet ordonne l'évacuation de la salle en question qui s'interrompt bien vite. Un fâcheux vient trouver Cyrano. Montfleury est protégé par le duc de Candale. Qui donc protège Cyrano ? Eh bien personne, d'après ses dires. Cyrano commençant à être un petit peu importuné par le fâcheux, il lui cherche des noises. Pourquoi donc celui-ci regarde-t-il son nez ? Il ne le regardait pas, bien au contraire. Eh bien, pourquoi donc ne le regardait-il pas ? Ne sachant trop que faire, le fâcheux finit par le qualifier de petit. Ce qui agace une fois de plus Cyrano, qui lui vaut un soufflet et pour ainsi dire un petit coup de pied. Sur scène, De Guiche et Valvert s'impatientent. Valvert se dévoue pour contrecarrer le vitupérant et lui assène que son nez est très grand. Cyrano approuve. Le vicomte est très fier de lui. Mais Cyrano est surpris. C'est tout. Et là, c'est la tirade du nez. Cyrano démontre en long, en large et en travers quelles insultes auraient pu être judicieuses à son égard. Il déploie des trésors d'ingéniosité verbale et termine par un discours profondément mortifiant pour le vicomte qui finit complètement humilié. En s'enferrant dans son manque total de répartie, le vicomte attaque Cyrano sur son physique, mais celui-ci n'a pas besoin de grandeur physique puisqu'il dispose déjà de sa grandeur morale. Lorsque le vicomte l'insulte, Cyrano lui répond comme s'il venait de se présenter à lui. D'insulte en insulte, Cyrano finit par le menacer de son épée et lui annonce qu'en sa qualité de poète, il va lui composer une ballade. Et à la fin de chaque couplet, il touchera De Guiche. Cyrano cherche ses vers quelque temps et entame sa ballade. La tirade est fidèle. Chaque couplet se termine par « à la fin de l'envoi, je touche » et sans surprise, à la fin de l'envoi, il touche. Le vicomte se fait récupérer par ses amis, tandis que Cyrano récolte les louanges de ses admirateurs, dont D'Artagnan lui-même. L'action étant terminée, le public commence enfin à quitter les lieux. Cyrano demande s'il peut rester, ce que Belle-Rose lui autorise. Lebré souhaite lui parler. Il réalise que Cyrano n'a plus un sou, car sa pension mensuelle vient d'être utilisée pour rembourser la pièce. Malgré tout, il est fier de son geste. La distributrice, émue par son discours, souhaite le laisser se servir dans le buffet. Il n'y prend pas grand-chose, un verre d'eau, un grain de raisin, un demi-macaron et sa main à baiser. Elle sort. Pendant que son ami déguste son repas pour le moins frugal, Lebré lui partage ses inquiétudes. Quel besoin Cyrano avait-il de se donner en spectacle devant une telle assemblée ? D'après lui, Cyrano s'est fait pas moins de 48 ennemis, sans compter les femmes. Et en plus, le cardinal et l'assemblée étaient présents dans le public. Cyrano n'en a que faire, au contraire, il s'en réjouit. Il a décidé d'être admirable en tout point. Lebré l'interroge sur sa haine de Montfleury. Cyrano confesse qu'il l'a vu poser les yeux sur celle qu'il aime et c'est un outrage à sa beauté. Lebré s'étonne. Cyrano serait-il amoureux ? Eh oui. Cyrano, qui n'ose pas rêver à l'amour des femmes les plus laides, s'était pris de la plus belle d'entre elles, Roxane. Lebré l'encourage à se déclarer, mais Cyrano ne veut rien entendre, il est bien trop laid pour cela. Même les larmes sont trop belles pour lui, il ne va pas souiller une beauté de par sa laideur. Lebré cherche à le rasséréner. Après tout, la distributrice ne lui est pas restée indifférente.
Le portier interrompt la discussion en introduisant la duègne de Roxane. La duègne fait savoir à Cyrano que Roxane souhaite lui parler et lui demande un rendez-vous. Désemparé, Cyrano lui donne rendez-vous chez Ragueneau. La duègne sort. Cyrano n'en peut plus. Il est tout galvanisé, tout ému de savoir que Roxane connaît son existence. Lebré se réjouit avec lui. Des comédiens entrent, commençant à répéter pour leur prochaine pièce. Cyrano et Lebré s'apprêtent à quitter les lieux pour ne pas les déranger davantage quand entre Linière, passablement ivre, accompagné de Brissailles, Sigui et quelques officiers. Linière ne peut coucher chez lui, prévenu que 100 hommes l'attendent sur la route et demande son hospitalité à Cyrano. Cyrano lui promet qu'il dormira chez lui. Il demande aux officiers de bien vouloir les suivre pour servir de témoins, mais leur interdit d'intervenir. Lebré ne comprend pas pourquoi Cyrano veut protéger Linière, mais au fond, il s'agit d'un poète, il y a une solidarité. Certaines comédiennes prennent pitié du pauvre Linière et finalement c'est tout un cortège qui s'ébranle. Il comprend donc tous les témoins précédemment mentionnés, les officiers, les comédiennes, les comédiens, mais également les musiciens qui sont prêts à jouer du violon pendant l'affrontement. Ils sortent direction la porte de Nesle. Dans la rôtisserie-pâtisserie de Ragueneau, à l'aube, nous retrouvons le maître des lieux en train d'écrire. L'heure de travailler arrivant, il s'interrompt. Un apprenti vient lui montrer l'œuvre qu'il vient d'achever. Il s'agit d'une lyre en pâtisserie agrémentée de quelques détails en sucre. Ragueneau est ému. Il lui donne de l'argent pour qu'il aille boire à sa santé, puis sa femme entre. Elle trouve la lyre absolument ridicule et lui porte des sacs en papier. Il s'interroge sur la provenance de ceux-ci jusqu'à ce qu'il comprenne. Lise a transformé les œuvres laissées en paiement par ses amis poètes en sacs. Il s'offusque. Elle s'offusque de même de sa façon de la traiter depuis qu'il les connaît. 2 enfants viennent pour acheter 3 pâtés. Ragueneau n'arrive pas à se décider sur quel sac et donc sur quelle œuvre sacrifier pour leur donner. Il se décide finalement, mais dès que sa femme a le dos tourné, il rappelle les enfants et leur donne 3 pâtés supplémentaires pour pouvoir récupérer son sac. Cyrano entre. Cyrano demande l'heure, tendu par l'attente restante avant que de voir Roxane. Ragueneau, lui, le félicite pour ses vers improvisés durant son duel avec De Guiche la veille. Cyrano leur annonce qu'à 7h, il faudra lui laisser l'endroit. Puis il s'installe pour écrire une lettre d'amour pour Roxane au cas où il n'oserait pas lui dévoiler lui-même ses sentiments. Un mousquetaire entre, tout de suite accueilli par Lise. Cyrano hésite sur son brouillon. Les poètes arrivent, alléchés par l'odeur dans la boutique et pleins de compliments à l'égard de Ragueneau. Ils ont été ralentis par la foule attroupée à la porte de Nesle après la découverte de 8 cadavres. Cyrano, dans son coin, est surpris. Il pensait n'en avoir laissé que 7. Il ne leur dit pas cependant qu'il sait qui s'est battu et revient à son écriture. Les poètes s'intéressent à Ragueneau. Tout en mangeant, ils s'apprêtent à écouter ses vers. Cyrano a terminé sa lettre. Ragueneau, lui, récite. Il a réécrit en vers la recette des tartelettes amandines. Plein d'approbation, les poètes s'éloignent. Cyrano vérifie auprès de Ragueneau qu'il a constaté qu'il s'empiffre à ses dépens. C'est le cas. Mais cela lui plaît de satisfaire sa passion des vers tout en nourrissant ceux qui n'ont pas mangé. Cyrano apprécie le personnage. Preuve en est, il se dirige vers Lise et son mousquetaire pour leur signaler qu'il ne tolérera pas un éventuel cocufiage de Ragueneau. Le mousquetaire ne répond pas. Cyrano donne le signal à Ragueneau. Il est temps de faire disparaître les poètes. Il a besoin de l'endroit. Ceux-ci ne voulant pas renoncer au gâteau, tout le monde sort en emportant les plateaux concernés. Cyrano se prépare mentalement. Il lui donnera sa lettre uniquement s'il pense qu'il peut avoir de l'espoir. Dès que Roxane et sa duègne entrent, celle-ci est immédiatement interpellée par Cyrano. Est-elle gourmande ? Oui, parfait. Voici 2 grands sacs de gâteaux qu'elle est priée à aller manger dehors pendant que Cyrano et Roxane discutent. Il expédie la duègne et revient devant Roxane. Cyrano demande à Roxane de quoi est-ce qu'elle veut lui parler. Elle commence tout d'abord par le remercier d'avoir humilié Valvert la veille. Ils plongent ensuite rapidement dans leurs souvenirs d'enfance, Roxane cherchant à invoquer des vieilles réminiscences datant de l'époque où Cyrano faisait tout ce qu'elle voulait. De souvenir en souvenir, elle lui attrape la main et y constate une blessure. Elle lui demande aussitôt de lui raconter ce qui s'est passé tout en commençant à le soigner.
Il refuse, lui veut savoir ce qu'elle n'ose pas lui dire. Elle finit par admettre qu'elle aime quelqu'un qui ne le sait pas encore. Cyrano répond à peine, n'osant pas croire à ce qu'elle lui dit. Il s'agit de quelqu'un de timide, dont elle sait qu'il l'aime, qui sert dans le même régiment que Cyrano. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. À ce dernier mot, Cyrano comprend qu'il ne s'agit pas de lui. Il est saisi, sa réaction étonne Roxane, mais il la met sur le compte de sa blessure à la main. Il se reprend et l'interroge. Elle ne l'a vu qu'à la comédie, mais connaît son nom grâce au commérage. Il s'appelle Christian de Neuvillette et entre au cadet ce matin même. La duègne, ayant fini ses gâteaux, refait une apparition. Cyrano la renvoie pour lire les sacs qui les contenaient. Il est inquiet. Roxane n'aime que les beaux esprits, et si Christian était un simplet? Roxane, elle, n'a aucune inquiétude. Il est forcément aussi intelligent qu'il est beau. Ce qui l'inquiète, c'est que la compagnie des cadets de Cyrano est réputée pour être constituée uniquement de Gascons qui éprouvent assez durement ceux qui les rejoignent sans en être un eux-mêmes. Et ça, malheureusement, c'est une vérité. Roxane lui demande donc de protéger Christian. Cyrano accepte d'être son ami et de lui épargner tout duel et tout risque. Roxane doit désormais partir, elle est euphorique de sa réponse. Elle disparaît en laissant Cyrano seul et, pour ainsi dire, un peu choqué. Ragueneau et ses amis reviennent. En même temps, entre Carbon de Casteljaloux, capitaine des gardes, et donc capitaine de Cyrano, vers qui il se précipite. Ayant appris sa victoire de la nuit, Carbon exulte et cherche à entraîner Cyrano vers le bar d'en face où boivent une trentaine de cadets pour fêter ça. Qu'à cela ne tienne, les cadets arrivent eux-mêmes pour féliciter Cyrano qui ne sait plus à qui s'adresser tellement il est entouré. Lebré entre en annonçant que le cortège qui a suivi la bataille la veille arrive, agrémenté de nouvelles recrues. Lebré interroge Cyrano sur Roxane, mais Cyrano lui demande de se taire. Il finit par envoyer un peu tout un chacun sur les roses, tout en se montrant particulièrement sec et froid avec ceux qui l'admirent. Entre le comte de Guiche, assisté d'officiers, qui vient féliciter Cyrano de la part du maréchal de Gassion. Lebré, lui, s'inquiète un petit peu pour Cyrano. Souffrirait-il? Cyrano se rengorge. Casteljaloux, voyant l'intérêt de Guiche pour sa compagnie, demande à Cyrano d'en faire la présentation. Celui-ci s'exécute, en vers. De Guiche lui propose de l'employer et surtout de le recommander à son oncle, le cardinal de Richelieu, qui a plutôt apprécié sa prestation de la veille au soir. Il lui demande s'il a écrit, ce qui est le cas, mais Cyrano refuse de partager son texte ulcéré par avance à l'idée qu'on puisse envisager d'en changer la moindre virgule. Un cadet entre, porteur des chapeaux des victimes de la nuit, et tous s'amusent de ce que le commanditaire de tout ça doit rager dans son coin. De Guiche intervient. C'est lui qui avait posté ces gens. Cyrano, continuant dans son insolence, met à ses pieds tous les chapeaux concernés. De Guiche demande sa chaise et ses porteurs afin de partir. Avant de quitter les lieux, il lance un avertissement à Cyrano, en le comparant à Don Quichotte et en lui disant que les moulins, avec leurs grands bras, peuvent tout à fait projeter dans la boue ceux qui les importunent. Cyrano est serein, les mêmes bras peuvent également envoyer les fâcheux dans les étoiles. Lebré, encore une fois, s'afflige de l'insolence de Cyrano. Celui-ci lui répond par une tirade connue sous le nom de la tirade du non-merci. Il refuse de s'abaisser à n'être pas lui-même pour gagner les faveurs de quiconque. Il veut la liberté et préfère rester glorieux dans sa solitude que de se souiller au contact des autres. Lebré ne comprend pas. Il peut chercher à rester à distance des autres sans chercher à s'attirer leur haine. Cyrano prétend être amusé de toutes ces manifestations de la part d'envieux et de lâches. Mais Lebré a compris. Cyrano peut être aussi bravache qu'il veut, la vérité, c'est que Roxane ne l'aime pas. Christian est entré depuis un moment. Seul dans son coin, il mange, servi par Lise. Les cadets réclament à Cyrano son récit, prétextant que ce sera une bonne introduction auprès du nouveau cadet. Ils en profitent pour mettre en garde le nouveau. Il ne faut jamais parler du nez de Cyrano, ou bien il faudra en répondre. Pour confirmer leurs propos, il lui donne des exemples. Christian se dirige vers le capitaine de la compagnie et lui demande ce qu'il faut faire lorsque quelqu'un se montre trop vantard. Cyrano, cédant aux insistances des cadets, finit par commencer son récit. Christian
lui, n'arrête pas de l'interrompre en faisant systématiquement des petits jeux de mots sur son nez. Sachant qui est Christian, Cyrano fait tout pour garder son sang-froid, mais Christian insiste et en fait des caisses, donc Cyrano finit par sortir un petit peu de ses gonds. Il chasse tous les autres cadets qui, depuis un moment déjà, regardent l'échange avec appréhension et qui sont ravis de prendre la poudre d'escampette. Resté seul, Cyrano se présente à Christian comme le cousin presque fraternel de Roxane. L'autre se repent immédiatement de ses façons et retire toutes ses allusions déplacées. Cyrano, qui admet malheureusement que le jeune homme est effectivement très beau, lui annonce que Roxane attend une lettre de sa part. Christian se désespère, il est absolument incapable de parler à une femme, il n'a de la répartie que dans l'action masculine. Christian rêve de savoir s'exprimer, tandis que Cyrano dans son coin rêve à voix haute que son âme ait été mise derrière un tel visage. Soudain, il se décide. Il prêtera son éloquence à Christian. Christian est un petit peu surpris par cette proposition, mais Cyrano lui affirme que ce sera une expérience pour un poète. Christian a besoin d'une lettre ? Qu'à cela ne tienne, il lui donne celle qu'il a écrite le matin même et qu'il n'a heureusement pas signée. Pour rassurer Christian et ses vagues inquiétudes, il prétend avoir constamment dans la poche un courrier ou deux à l'attention d'une muse. Son courrier étant supposé être encore plus éloquent du fait qu'il ne soit prétendument pas sincère. Christian finit convaincu. N'entendant plus de bruit, les cadets reviennent pour, pense-t-il, voir le massacre qui a eu lieu. Ils retrouvent Cyrano et Christian dans les bras l'un de l'autre. Ils sont choqués. Peut-on donc à présent parler du nez de ce démon qui semble apprivoisé ? Pour vérifier, le mousquetaire tente et provoque Cyrano. Celui-ci lui répond par un soufflet à la grande joie de ses camarades qui le retrouvent. Ragueneau, devant chez Roxane, explique à la duègne sa ruine. Lise l'a quitté pour un mousquetaire et ses dons à des poètes ne l'ont pas enrichi. Cyrano l'a trouvé en fort fâcheuse posture. Il a interrompu sa tentative de mettre fin à ses jours et l'a envoyé pour qu'il se mette au service de Roxane. On attend celle-ci qui se prépare. Cyrano arrive accompagné de 2 pages qui chantent en jouant d'instruments à cordes. Cyrano vient rendre hommage à Roxane qui descend. Les 2 pages qui le suivent sont le résultat d'un pari avec Dassouci qui, l'ayant perdu, lui a promis une journée de musique. Il les envoie jouer de sa part pour Montfleury. Comme tous les soirs, Cyrano est venu pour demander à Roxane si Christian n'a pas démérité à ses yeux, et comme à chaque fois, ça n'est pas le cas. Roxane le trouve brillant. Ses manques d'inspiration ponctuels sont contrebalancés par les vers splendides qu'il lui adresse également. Cyrano critique ses vers tout en acceptant les compliments qui leur sont faits puisque c'est lui qui les a écrits. De Guiche arrive. Pour ne pas risquer de compromettre ses projets amoureux, Roxane fait entrer Cyrano dans la maison pour qu'il s'y cache. De Guiche vient annoncer son départ pour la guerre. Il doit se rendre au siège d'Arras. Roxane n'en est qu'assez peu émue jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il porte l'ordre de mobilisation du régiment des cadets. De Guiche se réjouit de pouvoir, sur place, se venger de Cyrano, tandis que Roxane se morfond d'inquiétude pour Christian. Elle fait passer son émotion pour une attention pour De Guiche et tente de modifier un petit peu ses plans. Prétextant ignorer complètement qui est le cadet que Cyrano a pris sous son aile et qui est bien évidemment Christian, elle tente d'insuffler une idée à De Guiche. La meilleure façon de se venger de son cousin, qu'elle n'estime d'ailleurs absolument pas, serait de le priver de la guerre et de le laisser à Paris. Elle a presque l'air de tenir un peu à De Guiche. Son idée lui semble tellement brillante qu'il retire de la liste des feuillets de mobilisation celui qu'il devait adresser au cadet. Très enhardi par la preuve d'amour dont il pense que Roxane le gratifie, il lui propose de retarder son départ de quelques jours pour pouvoir la retrouver à l'abri des regards dans un couvent. Pour se protéger une fois de plus, Roxane lui donne l'impression que, bien entendu, elle est éprise de lui, mais qu'il en va de son honneur de participer à cette guerre. Il part, heureux comme tout. Roxane demande à sa duègne de ne surtout pas révéler à Cyrano ce qu'elle vient de faire. Puis elle le rappelle. Roxane, enfin prête et libérée, se fait accompagner par Cyrano à son rendez-vous. Il lui demande, comme ça, sur quoi est-ce qu'elle va interroger Christian ce jour-ci. Elle finit par le lui révéler en lui faisant promettre de n'en rien dire.
Sinon son amant pourrait se préparer. Cyrano se fait le complice parfait. Dès que Roxane et la duègne ont disparu, il appelle Christian. Informé comme il le souhaitait, Cyrano s'apprête à donner son discours du jour à Christian, mais celui-ci refuse. Étant convaincu qu'elle l'aime, il ne veut plus jouer un rôle et souhaite désormais parler sans phare. Cyrano est dubitatif. Vexé, il disparaît derrière un muret quand Roxane revient. Son rendez-vous étant terminé, Roxane en salue les autres participants avant de rejoindre Christian. Elle l'installe sur un banc dans le but de le faire parler, mais Christian ne dit pas grand-chose à part en boucle qu'il l'aime. Bien vite, elle se lasse, c'est de poésie qu'elle rêve. Ennuyé par ses discours répétitifs, Christian ne sachant rien lui dire d'autre à part qu'il l'aime et ne sachant même pas varier son émotion, elle finit par le laisser là et rentre chez elle en lui claquant la porte au nez. Christian appelle à l'aide. Cyrano ne voit pas bien ce qu'il peut faire, n'ayant pas le temps de faire apprendre un discours à son complice. La lumière du balcon de Roxane s'allume. La nuit étant noire, Cyrano propose à Christian de lui souffler son texte tandis que lui-même se cache sous le balcon. Les pages musiciens qui ont terminé leur ode à Montfleury et qui reviennent sont envoyés de chaque côté de la rue pour faire le guet et jouer de la musique si quelqu'un approche. Tout est prêt. Christian appelle Roxane. Elle l'entend mais en le reconnaissant elle veut rentrer, il parle trop mal. Christian, grâce à Cyrano, se rattrape quelque peu, mais sa diction est tachée, puisqu'il écoute et dit en même temps ce que Cyrano lui souffle, et Roxane finit par en faire la remarque. Pour préserver leur secret, Cyrano et Christian échangent leur place, et c'est finalement Cyrano lui-même qui parle au nom de Christian à Roxane qui ne le voit pas. Elle remarque que les mots lui viennent bien plus fluidement, soudainement. Elle veut descendre pour mieux voir son interlocuteur, mais Cyrano refuse. Eh bien, dans ce cas, elle souhaite que Christian monte. Cyrano refuse à nouveau, prétextant que la nuit noire est davantage propice à ce que son éloquence se déploie. Il laisse parler son cœur, et lorsqu'il gaffe en laissant entendre qu'il n'est pas habitué à de tels échanges, il se rattrape immédiatement comme il le peut. Son émotion est trop forte. Il parle toujours pour Christian, mais c'est son propre amour qu'il lui décrit, immense, étouffant. Les propos sonnent vrais, et pour cause, à l'oreille de Roxane. Elle est séduite. Christian, le vrai cette fois, réclame un baiser en récompense du verbiage de Cyrano. Celui-ci n'est pas convaincu, pensant que la démarche est un petit peu hâtive et temporise au grand désarroi de Christian qui voudrait bien profiter de la situation. Les pages postées en guetteur jouent de la musique. Quelqu'un vient. La fenêtre du balcon de Roxane se referme. Il s'agit d'un capucin, un religieux donc, qui cherche la maison de Roxane. Cyrano le renvoie dans une mauvaise direction. Il revient à Christian qui y tient, il veut son baiser. Cyrano, lui, ne veut pas, mais Christian lui fait comprendre que de toute façon, ce moment arrivera tôt ou tard. La fenêtre se rouvre et Christian se cache à nouveau sous le balcon. Roxane ressort. Cyrano reprend son verbiage en argumentant et en réclamant le baiser de Christian. Roxane finit par l'autoriser à monter. Cyrano l'y pousse. Christian hésite un peu avant d'y aller, mais finit par monter et embrasse Roxane. Cyrano est tout à fait mitigé. Il souffre, bien évidemment, tout en se disant que ce sont ces mots que Roxane embrasse actuellement. Les pages guetteurs jouent à nouveau, le capucin revient. Cyrano s'éloigne pour faire mine d'arriver et interpelle les amants. Christian fait l'étonné et Roxane s'apprête à descendre. Le capucin revient à la charge pour voir Roxane. L'apercevant enfin, il lui remet une lettre en provenance du comte de Guiche. Roxane la lit à part. De Guiche a désobéi. Il est effectivement allé dans le couvent dont il lui avait parlé et arrivera bientôt. Pour tourner la situation à son avantage, Roxane lit la lettre à voix haute au capucin en racontant complètement autre chose que ce qui était écrit. D'après ce nouveau discours, le capucin a en réalité été envoyé pour marier Roxane à celui que De Guiche lui impose, à savoir en l'occurrence Christian. Roxane fait mine de se résigner à son sort. Cyrano accepte de couvrir le couple et promet de rester en faction devant la porte afin de distraire De Guiche lorsqu'il viendra et de laisser au capucin le temps de marier le couple. Cyrano, resté seul, se demande comment est-ce qu'il va faire perdre suffisamment de temps à l'homme qui va arriver puisque les pages viennent de l'annoncer en musique. Il trouve un plan.
Pour ne pas être reconnu, Cyrano s'est couvert intégralement et s'apprête à reprendre son accent natal, son accent gascon, un bon gros accent du sud-ouest qui fait plaisir. En utilisant des branches d'arbres, il se débrouille pour tomber lourdement devant De Guiche, qui lui s'est masqué le visage, en lui donnant l'impression d'arriver de nulle part. Lorsqu'il se redresse, il tient un discours décousu en demandant où est-ce qu'il se trouve. Il parle et s'exprime comme s'il arrivait du ciel, en créant distraction sur distraction pour empêcher De Guiche d'atteindre la porte. Quoi que celui-ci fasse, il ne parvient pas à dépasser l'obstacle que représente Cyrano. Lorsqu'il y parvient enfin, il se fait harponner intellectuellement cette fois-ci par une idée et repart dans une discussion avec Cyrano qui l'éloigne à nouveau de la porte. Ayant réussi, grâce à ses déblatérations sur le ciel, à combler le quart d'heure nécessaire pour la réussite du mariage, Cyrano arrête. Il reprend sa véritable identité à la stupeur de Guiche à qui il annonce le mariage. De Guiche félicite Roxane qui sort au bras de son mari fraîchement épousé pour sa malice. Comme il n'a évidemment aucune intention de laisser le couple à son bonheur, il demande à Roxane de faire ses adieux à son mari. Le régiment se met en marche et Christian doit partir. C'est même à lui directement que De Guiche remet l'ordre de mobilisation. Si De Guiche pense briser le cœur de Cyrano, il n'en est rien. Pour Christian et Roxane en revanche, c'est un crève-cœur. Roxane retient Cyrano pour lui demander de prendre soin de Christian et surtout de faire en sorte que celui-ci reste prudent, qu'il n'ait jamais froid et surtout encore qu'il écrive souvent. Cyrano promet tout ce qu'il peut. Il fait nuit et les cadets dorment, à part Carbon et Lebré qui font le guet. La situation est grave, c'est la famine. Quelques coups de feu troublent la quiétude de la nuit, c'est Cyrano qui rentre. Comme tous les matins, il a traversé les lignes ennemies pour aller porter la lettre que Roxane attend. Bien évidemment, il ment sur leur situation et ne lui signale pas que son protégé est en train de mourir de faim. Lebré proteste. Plutôt que de porter des lettres, il devrait faire en sorte de leur ramener des vivres. Ils sont acculés par le cardinal infant d'Espagne. Mais Cyrano ne peut pas. Il faut être léger pour pouvoir passer. Il disparaît pour aller écrire une autre lettre. Les cadets s'éveillent, ils sont affamés. Carbon va chercher Cyrano à la rescousse pour ragaillardir ses recrues qui crient à la révolte. Cyrano sort de sa tente et, par sa répartie, tente de les distraire. Il finit par demander à Bertrand Doulefifre, nommé ainsi dans le texte, de sortir sa flûte pour leur jouer quelques airs du pays, tentant de remplacer la faim par la nostalgie. Carbon s'inquiète un peu de les voir affaiblis par leur émotion, mais Cyrano le détrompe et fait jouer du tambour pour prouver la réactivité des cadets. Sortis assez vivement de leur émotion, les cadets, tout en ironie, annoncent l'arrivée de Guiche. Lui aussi souffre manifestement de la faim, mais pour ne pas l'épargner, les cadets décident de faire semblant d'être au top de leur forme. Quand il arrive, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui jouent aux dés, et Cyrano, lui, est en train de lire des cartes. L'auteur, pas des jeux, genre je pense donc je suis. De Guiche salue Carbon. Chacun des deux hommes, dans son coin, se réjouit de voir l'état dans lequel se trouve l'autre. De Guiche vient se plaindre. La compagnie ne le respecte pas. Voire même pire, elle le méprise ouvertement. Il prétend être magnanime en ne réclamant pas de punition, mais Carbon l'interrompt. Il ne répond qu'aux ordres de guerre car il possède sa compagnie et a fait le choix de toute façon de ne jamais punir ses hommes. De Guiche s'en moque, après tout, il a ses propres gloires. Il raconte ses exploits de la veille, il a chargé 3 fois, mais Cyrano l'interrompt. De Guiche sait à quoi il fait référence et est assez fier d'avoir eu cette idée. Assailli par le nombre de ses assaillants, il s'est défait de l'écharpe blanche qui désigne son rang pour pouvoir s'en aller incognito et revenir pour mieux poutrer ses ennemis. Cyrano ne voit aucun génie dans cette entreprise, lui ne constate que le déshonneur dont s'est couvert De Guiche en retirant son écharpe. D'ailleurs, s'il avait été présent, il l'aurait sans doute enfilée lui-même pour ne pas la laisser au sol. De Guiche l'accusant de vantardise, il lui propose de la lui confier pour qu'il la porte lui-même au front ce soir. De Guiche s'impatiente, il sait bien que l'écharpe est restée sur le champ de bataille et qu'il est impossible de la récupérer. Cyrano la sort de sa poche. Les cadets ricanent brièvement, en ignorant scrupuleusement l'agacement de Guiche.
Celui-ci remercie Cyrano, récupère son écharpe, et va se placer sur le talus derrière lequel la compagnie s'abrite pour adresser, avec son écharpe, un signal à l'attention d'un espion espagnol. Il s'explique enfin. Un ravitaillement a été tenté par le maréchal, qui est parti rejoindre les vivandiers du roi, mais qui, pour revenir en toute sécurité, a emporté avec lui une grande partie de l'armée. Le camp est donc très affaibli, et il se trouve que les Espagnols sont au courant. L'espion auquel De Guiche vient d'adresser un signal transmet les informations à son camp, et De Guiche peut ainsi manipuler certaines choses comme il le souhaite. Or, les Espagnols cherchaient donc l'emplacement du camp qui serait le moins bien gardé pour lancer l'offensive pendant l'absence de la moitié des troupes. Et De Guiche vient justement d'indiquer l'emplacement des cadets. Il les informe que les Espagnols attaqueront dans 1 heure, puis s'éloigne avec Carbon. Cyrano rejoint Christian, qui pense à Roxane. Ayant anticipé la chose, Cyrano confie à Christian une lettre d'adieu qu'il a écrite à l'attention de Roxane. Mais Christian remarque l'alarme qui s'est échappée d'un œil manifestement et qui s'est posée sur le papier, ainsi que le lapsus que fait Cyrano lorsqu'il tente de se justifier. Il récupère tout de même la lettre quand une sentinelle alerte sur l'arrivée d'un carrosse qui se prétend au service du roi. Le carrosse entre devant les cadets éberlués et respectueusement décoiffés. C'est Roxane qui en sort. Christian s'élance vers elle, mais pourquoi donc est-elle venue ? Elle prétend que ce siège était trop long. Elle s'installe sur un tambour et raconte. Elle n'a eu aucun mal à trouver la guerre, il lui a suffi de suivre les paysages dévastés. Pour venir, elle est passée par le front espagnol, mais ceux-ci ne lui ont fait aucun mal car, galants, ils étaient séduits par son joli sourire lorsqu'elle ouvrait la portière. Lorsqu'on lui demandait davantage d'explications, elle expliquait très honnêtement qu'elle allait voir son amant, et cette explication supplémentaire lui a servi de laisser passer. Les hommes, conscients de l'attaque imminente pour laquelle ils dénoncent De Guiche, cherchent à la faire partir. Mais elle refuse de s'éloigner de son époux. Son impertinence fait brièvement quitter les lieux à De Guiche. Roxane refuse à Christian et à Cyrano de partir. Elle est décidée à rester, ce qui provoque un rapide rafraîchissement de façade chez tous les cadets. Carbon lui présente quelques-uns des hommes qu'elle va probablement voir mourir et qui ne sont que des barons, des chevaliers et autres engences du même type. Ils sont avant tout galants. Carbon demande à Roxane de laisser tomber son mouchoir. Toute la compagnie se précipite pour le ramasser, ce sera leur drapeau. Un homme se plaint de sa faim. Il est immédiatement réprimandé par Carbon, mais Roxane n'a pas fini ses surprises. Elle demande un menu, et pour qu'on le trouve, il suffit de regarder dans son carrosse. Au plus grand bonheur des hommes, le cocher est en réalité Ragueneau, qui sort de diverses places plus ou moins dissimulées dans le carrosse des mets copieux et variés. Pendant que les plats défilent, Cyrano cherche à parler à Christian avant que celui-ci ne puisse s'entretenir avec Roxane. Celle-ci fait le service, servant à boire ici ou là, quand on annonce l'arrivée de De Guiche. On fait immédiatement tout disparaître et Ragueneau remonte sur son carrosse. De Guiche remarque l'odeur agréable qui règne et l'air passablement mieux des hommes présents, mais on lui répond que c'est la bataille à venir qui les galvanise. Il vient pour leur porter un canon. La réaction des hommes lui certifie une chose, ils sont gris. En des termes plus contemporains, ils sont bourrés. Il demande, encore une fois, à Roxane de partir, et encore une fois, celle-ci refuse. De Guiche prend donc la décision de rester, et sans qu'il s'y attende, cette décision joue en sa faveur. Il est plus brave qu'il n'y paraît. Les cadets concèdent donc à dévoiler leurs provisions et autorisent De Guiche à se nourrir. Arrogance gasconne supplémentaire, De Guiche refuse de se servir, ce qui lui fait encore gagner en prestige aux yeux des autres. Il ne va tout de même pas manger leur reste. Carbon annonce que ses piquiers sont en place et Roxane accepte de donner la main à De Guiche pour les passer en revue. Cyrano en profite pour parler à Christian. Et il ne faudrait pas que Christian s'étonne si Roxane lui parle de ses lettres, parce qu'en fait, il est fort probable qu'il ait écrit beaucoup plus que ce qu'il ne pensait. Cyrano ne lui a pas toujours dit quand il écrivait. Christian s'agace et lui demande à quoi est-ce qu'il doit s'attendre. Eh bien, en fait, Cyrano a bravé les lignes ennemies à peu près 2 fois par jour pour porter 2 fois par jour une lettre à Roxane, qui revient. Cyrano s'éclipse donc.
Christian redemande à Roxane une nouvelle fois pourquoi est-ce qu'elle est venue. C'est à cause des lettres qui l'ont grisée. L'amour qu'elle y a lu est si puissant, si véritable, qu'elle est venue pour le voir, pour s'excuser au début de ne l'avoir aimé que parce qu'il était beau. À présent, c'est son âme tout entière qu'elle aime éperdument. Christian est absolument épouvanté. Plus Roxane s'exprime, pire c'est pour lui. À présent, elle lui explique que la beauté qu'elle voyait en lui s'est envolée, transcendée par son âme, et qu'elle pourrait d'ailleurs totalement disparaître, qu'elle ne se rendrait même pas compte. Il pourrait même être laid, que ça n'aurait aucune importance pour elle. C'est le coup de grâce pour Christian, qui repousse doucement la jeune femme en prétextant que les autres cadets doivent se lamenter de ne pas pouvoir également profiter un petit peu de sa présence. Touchée par son attention aux autres, la jeune femme s'en va. Christian appelle Cyrano pour l'informer que Roxane ne l'aime plus. Elle prétend aimer son âme, donc en réalité c'est Cyrano qu'elle aime. Et Christian sait, car il l'a compris grâce à la lettre tachée d'une larme, tout ça, que Cyrano l'aime également. Cyrano ne peut nier, mais refuse ce que Christian lui propose, à savoir tout révéler de la supercherie à Roxane pour qu'elle puisse faire un choix. Christian ne veut pas priver Cyrano de bonheur parce qu'il est beau, mais Cyrano, lui, ne veut pas priver Christian de son bonheur parce que lui sait exprimer ce qu'il ressent. Christian voulant être aimé pour lui-même et pour rien d'autre, il s'éloigne et appelle Roxane pour que Cyrano lui explique la situation et la forcer à faire un choix. Roxane arrive. Elle est inquiète. Christian aurait-il douté de ce qu'elle lui a dit? C'était pourtant vrai. Elle l'aimerait même s'il était plus que laid, affreux. Ils entendent des coups de feu, mais Roxane poursuit. Elle pourrait même l'aimer s'il était épouvantable. Cyrano hésite à se livrer. Lebré apparaît et attire son attention pour lui dire quelque chose en aparté. Cyrano se fige. Il ne pourra plus jamais rien dire à Roxane. Deux hommes entrent en portant quelque chose qu'ils dissimulent à sa vue. Cyrano tente d'éloigner la jeune femme du groupe. Elle lui demande ce qu'il allait lui dire, mais il ne peut plus répondre et préfère vanter les louanges de Christian. Roxane comprend et se précipite vers ce que les hommes lui cachaient, à savoir le corps de Christian, tombé sous les premières balles de l'assaut ennemi. Les cadets partent à l'attaque, et Cyrano fait savoir à Christian, qui meurt doucement dans les bras de Roxane, que c'est bien lui qu'elle aime. Roxane retient Cyrano et trouve la lettre sur le corps de son amant. Elle refuse de laisser aller son cousin, qui connaissait bien Christian. Elle lui demande de confirmer à quel point c'était un poète inouï, un esprit sublime, une âme charmante. Cyrano se convainc qu'il n'a plus qu'à aller mourir sur le champ de bataille puisque, sans le savoir, Roxane le pleure, lui, au travers de Christian. Elle pleure sur la lettre, tachée de larmes et de sang. Cyrano interpelle De Guiche pour qu'il protège Roxane pendant que lui-même part à l'assaut. Il doit insister. Les cuivres se font entendre, les soldats du roi ne vont plus tarder et il faut gagner du temps. De Guiche finit par partir en emportant Roxane évanouie, aidée par Ragueneau. Cyrano s'adresse aux cadets restants pour les galvaniser, même s'ils sont submergés par le nombre et que Carbon lui-même a déjà été blessé 2 fois. Les soldats escaladent le talus, les morts tombant partout et dans tous les sens. Cyrano, chantant l'hymne des cadets de Gascogne et accompagné des quelques survivants, s'élance à l'assaut de l'ennemi. 15 ans plus tard, nous nous retrouvons dans le jardin du couvent des Dames de la Croix à Paris. Sœur Marthe et sœur Claire dénoncent à Mère Marguerite les petits péchés de l'une et de l'autre. Mère Marguerite menace de tout révéler à Cyrano, qui vient tous les soirs depuis 14 ans pour voir Roxane. Il est le seul à pouvoir égayer un petit peu le chagrin de sa cousine. Il a également séduit les sœurs, qui le trouvent juste pas assez catholique, mais la mère supérieure refuse qu'elle l'entretienne sur ce point, il risquerait de moins venir. On apprend qu'il est toujours pauvre, refusant encore d'être secouru. Roxane, vêtue d'habits de deuil et accompagnée d'un visiteur qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, apparaît dans le jardin. Les sœurs et la mère s'éclipsent. Le visiteur de Roxane est le duc de Gramont, anciennement comte de Guiche. Il s'afflige de voir Roxane toujours en deuil. Le dernier courrier de son amant repose contre sa poitrine. Elle est un petit peu plus loquace quand De Guiche évoque auprès d'elle Cyrano qui vient la voir très régulièrement pour lui faire part de la chronique mondaine. Lebré arrive et Roxane l'interroge à son sujet, mais il n'est pas serein.
Cyrano continue de se faire des ennemis un petit peu partout avec ses écrits, mais ce qui l'inquiète réellement, c'est son mauvais état de santé générale, sa pauvreté, la disette, bref, l'hiver arrive et... Lebré n'aime pas les commentaires de De Guiche à l'égard de Cyrano, qui pourtant a gagné son respect, qu'il estime et qu'il envie même un petit peu. Roxane va raccompagner De Guiche, mais avant de partir, il prévient Lebré. Évidemment, personne n'oserait s'attaquer de face à Cyrano, mais la veille, il a entendu parler d'un accident qui pourrait avoir lieu. Il faudrait prévenir Cyrano afin qu'il se méfie. Une sœur vient pour annoncer la venue de Ragueneau. Celui-ci semble avoir varié les carrières, globalement échoué dans toutes, et vient probablement pour se plaindre de quelques mésaventures. Roxane le laisse avec Lebré et raccompagne De Guiche. Ragueneau n'est pas mécontent que Roxane soit partie car il va pouvoir raconter à Lebré ce qu'il vient de vivre. Parti pour rencontrer Cyrano, il l'a vu sortir de chez lui, passer sous une fenêtre et recevoir dans le crâne une pièce de bois lâchée depuis les étages. Accourant, Ragueneau a trouvé Cyrano inconscient, un trou dans le crâne, et il l'a ramené chez lui. D'après le médecin qui a accepté de venir, Cyrano pourrait mourir s'il se levait. Il faut donc y retourner immédiatement. Lebré est d'accord, d'autant qu'il ne se sent pas capable d'annoncer toutes ces mauvaises nouvelles d'un coup à Roxane. Elle revient exactement au moment où les deux hommes s'éclipsent. Elle apprécie la douceur de la journée. Deux sœurs arrivent pour poser le fauteuil dans lequel Cyrano a l'habitude de s'asseoir. Roxane se place face à ses écheveaux quand l'heure sonne. Elle attend son visiteur qui, elle le remarque immédiatement, est en retard. Elle imagine que sœur Marthe doit sans doute l'invectiver au sujet d'une broutille, et patiente. Elle est convaincue de son arrivée infaillible et d'ailleurs, une sœur annonce Cyrano. Habituée à rester immobile pendant ses visites, Roxane brode et reste immobile, le dos tourné à son visiteur. Celui-ci s'appuie sur sa canne, peine à avancer et même à rester debout. La discussion s'engage, paisible. Cyrano prétend avoir été retardé par une fâcheuse, mais l'avoir envoyé bouler, trop impatient d'assister à leur rendez-vous. Roxane, légère, lui annonce qu'elle ne le laissera pas partir avant le soir pour le punir. Cyrano la prévient qu'au contraire, il devra peut-être partir un peu plus tôt. Les yeux fermés, il ne voit pas sœur Marthe entrer. Roxane attire son attention et Cyrano, faisant ce qu'on attend de lui, commence à la taquiner. Elle commence à constater son aspect, mais Cyrano lui fait signe de n'en rien dire. Elle lui extorque la promesse de venir boire un bouillon plus tard, et Cyrano, pour la surprendre, l'autorise même à prier pour lui ce soir. Avant de sortir, elle l'informe qu'elle n'a pas vraiment attendu sa permission pour ça. Après une plaisanterie convenue avec Roxane qui l'attendait, Cyrano commence à disserter sur les feuilles d'automne qui tombent. Roxane s'étonne de le voir si mélancolique. Cyrano se reprend et commence la fameuse gazette mondaine. Il s'agit du récit scabreux des petites mésaventures et inconvénients survenus aux uns et aux autres. Mais Cyrano lutte manifestement contre la douleur et pâlit à vue d'œil. Arrivé à la journée du samedi, il s'évanouit momentanément. Roxane se retourne et s'en rend compte, mais Cyrano reprend ses esprits avant qu'elle n'ait le temps de parvenir jusqu'à lui. Il prétend que c'est sa blessure d'Arras qui, quelquefois, le dérange. Roxane est bien placée pour comprendre le trouble des anciennes blessures et lui parle de la lettre qu'elle porte contre sa poitrine. Cyrano en profite et invoque une vieille promesse que Roxane lui avait faite des années auparavant d'un jour, le laisser la lire. Roxane accepte, la lui donne, et va commencer à arranger son métier à broder pendant que Cyrano lit la lettre à voix haute. Roxane est émue de l'entendre ainsi la lire. Sa voix lui est familière, peut-être même trop familière. La nuit tombe au fur et à mesure de la lecture de la lettre et Roxane se rapproche, assaillie de souvenirs. Cyrano continue sa lecture, malgré que la nuit soit désormais définitivement tombée. Roxane a compris. Cela fait 14 ans maintenant que Cyrano joue un rôle. Roxane comprend tout, l'intégralité de la supercherie, la raison pour laquelle Cyrano a gardé le silence pendant si longtemps, mais dans ce cas, pourquoi révéler la vérité aujourd'hui ? Lebré et Ragueneau entrent, pas surpris mais affligés de trouver Cyrano ici. Il l'annonce à Roxane en se levant
Cyrano s'est tué. Roxane ne comprend pas, mais Cyrano le lui confirme en terminant sa gazette. Le samedi, c'est le jour où il est mort, assassiné. Après son annonce, il découvre sa tête qu'on trouve bardée de linge et raconte ce qui lui est arrivé. Il est par ailleurs ravi de voir Ragueneau qui s'émeut, qui travaille actuellement chez Molière et qui veut s'en aller de cette troupe puisqu'il a vu l'artiste voler dans Scapin une scène écrite par Cyrano. Cyrano, lui, se réjouit de savoir que la scène fonctionne et qu'elle fait rire. Il a vécu comme cela, après tout, comme un souffleur. Il a toujours été le Cyrano caché sous un balcon pour que Christian puisse faire sa cour. Les religieuses passent pour aller prier, mais Cyrano refuse que Roxane les appelle. Il ne peut pas survivre malgré les pleurs et les lamentations de Roxane qui se désespère de perdre une deuxième fois le même amour et malgré les suppliques de Lebré qui trouve cette fin indigne du prestige de son ami. Cyrano délire à moitié. Il parle, fait sa propre oraison funèbre, demande à Roxane de ne surtout pas lui faire remplacer Christian dans son cœur, mais quand même de le pleurer un petit peu. Il réalise soudainement qu'il est assis et se lève. Il refuse de mourir dans un fauteuil ou même d'être soutenu. Il va s'adosser à l'arbre et dégaine son épée. Il est prêt à affronter la mort, mais pas sans se battre. Il se bat donc, en sachant parfaitement que son acte est inutile, mais après tout, cela ne le rend que plus beau. Il parle encore en moulinant de son épée, comme pour se battre contre les ennemis invisibles qui l'assaillent, les compromis, la fausseté, la lâcheté, la bêtise, même s'il sait qu'elles auront raison de lui. Il emporte avec lui ce qui compte le plus, et il en est heureux. Il tombe dans les bras de Ragueneau et Lebré. Roxane, penchée sur lui, lui demande quelle est cette chose qu'il emporte avec tant de bonheur. C'est son panache. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette pièce que j'adore, qui est Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez panache en commentaire pour des raisons qui me semblent, ma foi, assez évidentes pour tous ceux qui auront été jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, c'est comme ça que vous soutiendrez le plus efficacement notre chaîne et notre travail. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.